Jean-Luc Egueuzier, bonsoir. Bonsoir. Alors la flamme olympique continue son parcours à Rio. Oui, alors mercredi, elle a traversé différents quartiers de la ville sous haute protection policière parce qu'elle est toujours un peu chahutée par des manifestants qui protestent contre l'argent dépensé pour ces Jeux. La police a dû intervenir, il y a eu des slogans un peu osés, je vais vous choquer Estelle, style « Torche olympique, mon cul ». C'est pas très poli. Voilà, bah oui, D'autres manifestants ont défilé sur l'air de Fora Temer, Temer dégage. Alors Michel Temer, c'est le président par intérim. Et vous voyez, la crise économique et politique s'invite à la fête. Il y a eu 85 000 policiers, soldats, personnels de sécurité qui sont mobilisés pour ces Jeux. C'est le double de ce qui était déployé à Londres en 2012. Et on apprend aussi qu'il y a beaucoup de places qui restent à vendre. 1,2 million de places, même selon l'agence France Presse. Est-ce que c'est un signe là aussi de désintérêt ou plutôt une impossibilité économique? Les Brésiliens ne peuvent pas se payer de places pour aller voir les épreuves. Eh bien, il y a peut-être un peu des deux, et puis peut-être aussi que ils se décident au dernier moment. En tout cas, effectivement, 20% des places n'avaient pas trouvé de preneur à 2 jours de l'ouverture, même pour les finales du 100 mètres et du 200 mètres. Ce qui est étonnant, mais là c'est vrai qu'on vous nous montrait cette photographie, donc les épreuves ont commencé, épreuves anticipées, oui. Et le stade est vide. Ça c'était hier, c'était une épreuve de football féminin et le stade était quasiment vide. Donc du coup le CIO prévoit de distribuer 240 000 billets gratuits à des enfants issus de quartiers pauvres. Officiellement c'est pour leur faire découvrir des sports méconnus, mais ça va aussi remplir les gradins. Oui, c'est quand même une bonne nouvelle pour ces petits jeunes après tout, oui. Ces jeunes gens. Alors on est très impatients de suivre la cérémonie d'ouverture, c'est demain effectivement à Rio, dans ce stade mythique. Est-ce que vous avez quelques indiscrétions, Jean-Luc? Alors oui, effectivement, demain c'est le grand moment, c'est la cérémonie d'ouverture. Il faut en mettre plein la vue à la planète, parce qu'il y a quand même 3 milliards de téléspectateurs qui sont attendus. Donc Rio a fait appel à 3 directeurs artistiques, dont Fernando Meirelles, c'est le réalisateur de La Cité de Dieu. Et on sait qu'il y aura de la samba, il y aura Caetano Veloso, il y aura Gilberto Gil et même la mannequin Gisèle Bündchen. Par contre, on ne sait toujours pas qui sera le dernier relayeur qui va allumer la flamme olympique dans le grand stade de Maracana. Alors on pensait que ça serait Pelé, mais lui il nous dit maintenant qu'il hésite, qu'il est occupé ailleurs, donc c'est peut-être juste pour ménager un effet de surprise. Alors il y a un plan B, c'est le tennisman Gustavo Kuerten qui était favori d'un sondage auprès des Brésiliens, donc on verra. Donc voilà, on verra ça demain évidemment. Alors le suspense continue. Autre suspense, alors qui nous tient en haleine depuis plusieurs jours. Vous qui suivez la chronique de Jean-Luc Egueuzier, vous le savez, combien d'athlètes russes vont participer à ces JO? Est-ce que vous avez enfin une réponse claire et précise? Non, toujours pas de réponse claire et précise. Pourtant, le comité international olympique devrait quand même se clore cette affaire, puisque ça commence là. Alors quand même, on a appris aujourd'hui que 31 nageurs russes ont été repêchés par le tribunal arbitral du sport, ainsi que 11 boxeurs. Et selon le décompte tenu par la méritante agence France Presse, 117 sportifs sont encore exclus sur les 387 présentés par le comité olympique russe. Mais ça peut bouger dans les heures qui viennent, puisque là, vraiment, on est dans les dernières heures. Et hier, le CIO s'est défendu de trop faire attendre les athlètes. Je vous propose d'écouter le directeur de la communication du CIO, Mark Adams. Nous voulons être sûrs que tout le processus est OK. Nous ne voulons pas prendre de décision hâtive. Nous voulons être sûrs, chaque fois que c'est possible, que chaque athlète pris individuellement, qui peut démontrer qu'il est clean, soit en mesure de prendre part au jeu. Oui, et puis on en parlait hier, 5 nouvelles épreuves, Estelle. Et il faut vraiment que vous ressortiez votre skateboard du placard. C'est passé finalement. Oui, c'est passé. Je vous laisse écouter le sujet de Bastien Boré qui vous dit tout. Pour moderniser les Olympiades, il fallait faire sauter le verrou des 28 sports, qui sont désormais 33. En 2020, les Jeux de Tokyo feront une place aux épreuves de surf, de karaté et de skateboard. Tout le monde regarde les Jeux Olympiques et je pense que ce sera énorme pour le surf. Je suis très honoré de faire partie de tout ça et de pouvoir surfer en représentant mon pays. En karaté, 110 millions d'adeptes réguliers sont répartis dans 191 pays. Parmi eux, 70% ont moins de 14 ans. C'est un sport universel qui est pratiqué aux 4 coins du monde. Partout où tu vas, tu trouves le karaté. Et puis il a de grandes valeurs sociales et éducatives. Entre urbanisation du sport et parité homme-femme, les choix sont censés refléter l'évolution des comportements sociaux. Ici à Los Angeles, le skateboard en est un bon exemple.
Le skateboard, je ne voyais pas tellement ça comme un sport, vous voyez, mais plutôt comme un loisir. Il y a énormément de gens qui aiment le skate et la compétition ici. Le fait de s'affronter tout en faisant ce qu'on aime, c'est vraiment génial. Également au programme, l'escalade, le baseball et sa version féminine à la mode au Japon, le softball. Si le baseball est de retour après avoir été à l'affiche entre 1992 et 2008, squash et bowling voient leur candidature refusée. C'est le principe d'une formule à la carte qui permettra aux villes olympiques d'ajouter leur propre discipline. Une modernisation fructueuse, chaque nouveau sport rapporterait environ 40 millions d'euros rien qu'en vente de billets. Et donc maintenant, Jean-Luc, nous allons donc revenir à 2016. Ces JO, les épreuves ont commencé hier, des épreuves anticipées. Oui, ça commence tout doucement. Alors hier, il y avait du football féminin. Alors je vous informe pour nos amis francophones que les Françaises et les Canadiennes ont gagné. Et ce jeudi, c'est du football du football masculin avec 8 matchs, dont la première épreuve du Brésil qui rencontre l'Afrique du Sud. Voilà, alors, Estelle. Alors Jean-Luc, vous le savez, vous qui menez avec brio cette chronique, le porte-drapeau français est Teddy Riner. Teddy Riner, le judoka. Il est arrivé lui aussi au Brésil. Toute la France compte sur lui pour des médailles d'or. Et l'équipe de France 2 était là, pas au pied de l'avion, mais presque à l'aéroport pour l'accueillir. Il est 21h15 à Rio, 2h15 heure française. Teddy Riner et l'équipe de France de judo arrivent au Brésil. Enfin, dit le porte-drapeau. Je crois que j'ai enquillé 6 ou 7 films. Et voilà, très bon voyage. Et voilà, on va pouvoir se reposer un petit peu, faire du jus et puis se focaliser un petit peu sur ces Jeux Olympiques. Un premier bain de foule avec ses supporters français venus du Val-de-Marne. Quelques mots, quelques photos avant de s'éclipser. Le grand rendez-vous olympique pour Teddy Riner, c'est vendredi 12 août prochain, une semaine après la cérémonie d'ouverture. Le porte-drapeau aura donc l'occasion de couper un peu avec toutes les sollicitations pour se concentrer sur son objectif principal, remporter une deuxième médaille d'or olympique. Voilà, ils étaient très enthousiastes, effectivement, ces admirateurs à Teddy Riner. Merci Jean-Luc pour cette chronique olympique. Je vous en prie, au revoir Estelle.